Donc, je vais me tourner vers vous, David Minga. Donc, vous êtes ingénieur pour l'EDF Lab, à Saclay aussi d'ailleurs. Vous êtes expert dans les systèmes embarqués, vous êtes aussi expert dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain. Vous participez au CES de Las Vegas depuis plus de 15 ans. Oui. Vous êtes conseiller scientifique du pôle de compétitivité normand. Tout à fait. Qui s'appelle TES, Transactions électroniques sécurisées. Et vous avez écrit plusieurs livres sur l'innovation. Oui, en tout cas, coécrit plusieurs livres. Voilà. Alors, par rapport à ce que vient de dire le professeur Bounfour, c'est vrai que l'innovation, c'est quelque chose qui se renouvelle et qui naît des fois de choses qui sont difficiles à percevoir. Et ma première question, elle est surtout en lien avec cette longue crise qu'on vient de traverser. Qui va avoir probablement des conséquences assez profondes sur nos quotidiens. Et assez bizarrement, vous faites le parallèle avec les années 20. Tout à fait. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et en quoi ce choc Covid peut provoquer ce que vous appelez le grand reset? Oui. Alors, je ne suis pas le seul, évidemment, à faire ce parallèle. Mais il se trouve que j'ai écrit un article avec Xavier Dalloz, en avril 2020, dans la Tribune, où j'écrivais « Le monde d'après sera innovant ou ne sera pas », et où je faisais ce parallèle. Alors, c'est quoi ce parallèle? Il y a un siècle, il y avait la guerre. Rappelez-vous, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, c'était 1918-1919. Et donc, on a vu toute une période d'innovation, de grande innovation, à la fois technologique et sociétale. Technologique, parce que c'est la deuxième révolution industrielle. C'est là où on a utilisé à fond l'électricité au lieu de la vapeur dans toutes les industries. Et toutes les grandes industries sont créées. Rappelez-vous, Ford, Dupont de Nemours, General Electric, c'est dans ces périodes-là qu'elles se sont constituées en tant que grandes industries. Et c'est là qu'on a vu des innovations comme le haut-parleur, comme le réfrigérateur, aussi le cinéma parlant, qui sont arrivés. Et donc, en fait, c'est l'ère de la consommation de masse qui a commencé. Et même l'ère de la publicité. Rappelez-vous, Édouard Bernays, le neveu de Freud, qui a inventé la communication de masse à cette période. Alors, il avait démarré pendant la guerre pour le président Wilson, et il a continué après, avec les suffragettes. Il les a convaincus de fumer, que c'était bon pour leur liberté. Et donc, c'est une période où aussi, Jean Poiret aussi, Coco Chanel, qui a libéré la femme. C'est une période, on appelle ça en France les années folles. Et aux États-Unis, c'était les Roaring Twenties, les années rugissantes. Et donc, le parallèle, c'est qu'on a eu aussi un choc. Ce fameux choc, on l'a vu avec The Economist en mars 2020, où il titrait une planète à l'arrêt, moitié de la planète à l'arrêt. Regardez, closed, et des individus en état de choc. On a tous été, moi le premier, et ma famille, en état de choc. Et donc, c'est quoi la suite? La suite, on a vu Time Magazine, en octobre 2020, a titré Grand Reset. Alors, Grand Reset, pourquoi Grand Reset? Alors, Reset veut dire plutôt... Alors, pour un informaticien, c'est plutôt... Ça fait reboot, ça fait un petit peu... On redémarre. Moi, je dirais réinvention aussi. Réinvention. Et de quoi il parlait? Klaus Schwab, qui est Monsieur Davos, avait écrit un ouvrage juste avant qui s'appelle le Great Reset. Et Time Magazine en a fait la publicité. Qu'est-ce qu'on disait? Que beaucoup d'industries allaient se réinventer. Regardez l'automobile, l'électrification. Regardez avec l'aéronautique, l'hydrogène, le projet de Airbus. Regardez l'agriculture avec l'agroécologie. Bon. Donc, ce n'est pas... l'idée, c'était surtout de complètement changer la façon d'aborder les problèmes, d'avoir un temps plus long et de penser développement durable. C'est ça l'idée globale du secteur. Alors, ça s'est traduit après par une autre une de The Economist en janvier 2028 sur justement The Roaring Twenties, où là, il reprenait le parallèle que moi-même j'avais fait avec Xavier Dalloz en 2020. Avec justement cette fameuse période rugissante. Alors,
elle s'est mal terminée, hein, quand même. Hein. En 29, il y a eu la crise, quand même. Il ne faut pas oublier. Bon, et après, ça a redémarré. Parce que, bon, et après, malheureusement, il y a eu une autre crise, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, moi, l'idée, c'est que ça mène vers une décade d'innovation digitale centrée autour des besoins de l'individu. C'est quelque chose que nous avons voulu, avec d'autres collègues, montrer à travers un ouvrage qui s'appelle The Internet of Augmented Me. C'est une sorte de guide de l'innovation durable, centré autour des attentes des individus. C'est ça l'idée, parce que c'est l'individu qui est au centre des propositions de valeur. C'est ça la nouveauté de cette histoire. Alors bon, la suite, c'est... Oui, la suite, c'est les grandes innovations qui vont nous arriver là, dans les années à venir. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un petit inventaire. Oui. En commençant par la maison. Bah oui. Voilà, parce que la maison, on y a tous ces derniers temps passé pas mal de temps. On a été confinés, hein, voilà. Il me semble. Donc, on a découvert qu'on pouvait y faire des tas de choses, du sport, y travailler. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça entraîne comme innovation ? Là encore, série 7, hein, c'est maison réinventée. Hein, vous avez tous vu que les salles de gym fermées, le cinéma fermé. Donc, il fallait quand même faire avec. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a découvert un certain nombre de services. Je pense que c'était le moment Netflix. Aux États-Unis, on l'a connu, hein, ce moment. C'est-à-dire que le service est venu vers nous. Hein, le service est là où je suis. On a inventé la notion de serviciel, c'est-à-dire que de logiciel et, qui nous est transmis par un réseau. Hein, et donc, on n'est plus dans l'ère du produit, mais du service. Et il est personnalisé grâce à des IA, hein, des fameuses intelligences artificielles. Et on a entendu parler de nouveaux mots hein, qui se sont imposés dans le vocabulaire, le cloud. Hein, il y a du cloud partout. Hein, des fois, le cloud, il ne marche pas. Hein, on l'a vu avec les numéros. Et le as a service. SAS, ici, c'est... Vous voulez avoir de l'argent chez un capital risqueur, il faut dire qu'on fait du software as a service. Hein, si vous voulez avoir des sous. Le hardware, c'est pas bien. Donc, et qu'est-ce qu'on a vu concrètement chez nous ? On a vu une fusion des espaces. Hein, le logement, le travail, les loisirs, les sports, les santé. Oui, pardon ? On n'a plus de son. Alors là, travail, loisirs, sport, santé, cuisine. Hein, on a vu qu'on a réinventé des espaces de travail un peu partout. Et la cuisine est devenue un endroit important. Vous avez vu, on a tous parlé de l'or blanc, la farine, hein, qui a pris de plus en plus d'importance hein, pour faire les gâteaux. Hein, et des loisirs. Alors les loisirs, les salles de gym, toutes ces technologies qui sont arrivées chez nous, ces fameuses technologies smart home, alors qu'on a commencé un petit peu à voir émerger. On parlait beaucoup de télévisions intelligentes, on les a vues, hein, les LG, les Samsung, les Bosch, les Siemens, on en a acheté beaucoup. Regardez les livreurs, ils travaillaient tout le temps. Hein, on livrait beaucoup d'électronique. D'ailleurs, ça a créé une pénurie maintenant. Parce que voilà. Hein, et on a vu aussi des innovations dans l'éclairage, hein, un éclairage complètement personnalisé des ambiances hein, qu'on pouvait créer chez soi. Le tableau électrique est devenu intelligent, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait mieux gérer son énergie. Et on a vu aussi des espaces de bien-être commencer à émerger dans la salle de bain. Des pièces qu'on avait un peu ignorées, avec des gens comme Kohler ou Toto, le japonais, hein, vous savez, avec ces fameux WC très innovants, qu'on voit qu'au Japon. Hein, et donc, qui ont bien immatériel du Japon. Voilà, exactement. Et qui ont été, je dirais, mis en exergue par la crise Covid, parce que là, on s'est dit, attendez, maintenant, il faut faire attention, les eaux usées, ça peut transporter le Covid. Alors, le fameux sans contact, les technologies sans contact ont explosé, hein, soyons clairs. Donc, on les a tous vus, et on a vu, par exemple, la salle de gym qui a été complètement réinventée. Hein, vous voyez, un tapis de yoga, hein, il y avait un coach hein, sur la télé, hein, donc on se refaisait sa salle de gym, quoi, en un mot. Et ce qui était important, c'est de rester en bonne santé partout où je suis.
Alors là, les masques plus ou moins intelligents, on a vu. Hein, là, c'est le masque avec la musique. La bague qui nous dit si notre oxymétrie est bonne, hein, notre indice de saturation d'oxygène, hein, indice important hein, maintenant hein, pour la Covid. Les rayons UVC, la lumière UVC, hein, la lumière qui détruit les bactéries. Hein, on a vu le chiffre 99,9% partout hein, de virus et de bactéries. Et puis les purificateurs d'air. Partout, sauf dans les écoles françaises. Voilà, ça va peut-être arriver dans les écoles françaises. Ça commence à arriver, voilà. Et le shopping, parce qu'évidemment, on n'avait pas grand-chose à faire, donc on achetait, hein, avec ce qu'on avait. Et alors, il fallait évidemment, le problème, c'est que, par exemple, acheter des chaussures, c'est pas simple, hein, quand même. Hein. Vous avez vu que, alors donc, on a eu des apps. Hein, sur notre smartphone qui nous permettait d'avoir les mesures, hein, qui nous permettant des achats. Et aussi des doubles virtuels sur lesquels on testait, par exemple, des maquillages, on testait diverses choses, des coiffures. Hein. En fait, c'est une autre façon de consommer. Bon, un peu plus, disons, virtuelle, hein, mais qui a émergé avec la crise. Et en fait, c'est renforcé avec la crise, plutôt. Parce que, encore une fois, la crise est un révélateur et un accélérateur. Un accélérateur, voilà. Et alors, comme on parle d'accélérateur, on va arriver sur la mobilité. Et oui. Parce qu'après avoir vu que la maison s'est transformée finalement avec tout un tas d'innovations qui nous permettaient de faire à la maison ce qu'on faisait à l'extérieur auparavant, les mobilités aussi se réinventent. Oui. Avec des innovations qui arrivent et qui vont probablement bouleverser là aussi et oui, futur. À Paris, maintenant, on n'a plus le choix. Vous avez vu que les voitures critères 4 ne peuvent plus circuler à Paris. Donc les diesels ne sont plus en grâce. Hein, voilà. Et donc, l'électrification a bouleversé le secteur automobile, l'hydrogène aussi, et la notion d'autonomie, hein, les voitures autonomes, et ce qu'on appelle le fameux, alors on a dit le as a service, mobilité as a service, MAS, voilà, hein, puisqu'on n'a plus les sous pour se payer pas mal d'électronique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu je donne quelques idées hein, de mobilité autonome hein, qu'on a vu alors, au CES 2021, hein, virtuel. Là, c'est General Motors, hein, General Motors avec Cadillac, qui nous donne un peu sa vision. Hein. Vous voyez à côté, à gauche, un taxi volant, et à côté, une sorte de, je dirais, de navette. Hein. Les taxis volants, regardez la pub de la RATP. Il vous parle de taxi volant. Il vous dit, en 2024, nous allons tester un taxi volant pour aller de ADP à Paris. Donc, ce n'est pas du virtuel, ce dont je vous parle. C'est du réel. Hein, des fois, on parlait de concepts, de choses comme ça, dans les foires automobiles. Non, c'est fini les concept cars. On veut du vrai. Et l'hydrogène. Alors, on a dit, hydrogène, extraordinaire l'hydrogène, merveilleux. Hein, vous avez vu que maintenant, avec une Toyota Mirai, on fait 1000 km avec son plein. Hein, voilà. Et donc, on l'a vu concrètement, évidemment, pour des voitures de course et des voitures de luxe. Hein, parce que pour l'instant, une Mirai, c'est 80 000 € quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Et on a vu aussi sur les flottes, très important, parce que il y a des gros réservoirs dans les camions. Et là, on peut utiliser, et on va généralement d'un point A à un point B. On sait où on va. Hein. Donc c'est plus simple pour l'infrastructure. Et c'est en train de se créer, les infrastructures. Alors, en France, on a Air Liquide, monsieur Air Liquide, qui fait les infrastructures hydrogène. On a vu aussi le train réinventé. Hein, là, on parle de communication entre de grandes métropoles européennes. Hein, par exemple, Paris-Amsterdam en 1h30, concrètement, hein, pour remplacer le Thalys. Alors, là, vous voyez, c'est une expérience qui est complètement différente dont on parle. Et vous avez vu que l'idée, c'est que, en fait, on est complètement immergé. Hein. Il n'y a plus de caténaire. Parce que, regardez les problèmes de la SNCF, d'où ils viennent. C'est toujours des caténaires. Vous avez remarqué, signalisation caténaire. Hein, cet été, rappelez-vous, Montparnasse, hein, c'était pas mal. Hein. Combien ça a coûté? Très cher pour la SNCF. Donc en fait, la réinvention du train vise à régler un certain nombre de problèmes et à augmenter et à faciliter la vie des gens, hein, en tout cas des gens qui se déplacent d'une métropole européenne à une autre. Là, c'est un Hollandais qui présentait sa solution au CES. Et ça continue.
Parce qu'on pourrait dire, oui, une fois qu'on l'a présenté, c'est de la com, c'est du publicisme. Ben non, ça continue. Ils vont faire un espace de test pour 2023. Donc ce n'est pas du virtuel, ce n'est pas un feu de paille. Et pareil, parce qu'il faut aussi penser à la ruralité. Là, ce sont des trains hydrogène en mode mobilité as a service qui ont pour objectif un petit peu de désenclaver les espaces ruraux, parce que c'est pas simple d'amener pour les gens, disons dans les espaces ruraux, de se déplacer, d'aller dans les villes pour régler des problèmes administratifs ou d'autres problèmes de santé par exemple, etc. Donc taxi-rail en Normandie ou dans d'autres régions. Et c'est un usage de l'hydrogène. Vous voyez, le train est autonome, il n'y a plus de caténaire. Autonomie totale, on la voit. On vous dit la voiture autonome. Bon, elle n'existe pas pour l'instant, vous ne l'avez pas vu. Pour l'instant, c'est des niveaux 3, comme on dit. Et Tesla, on appuie sur l'autopilote et bon, on est sur autoroute et ça marche plus. Ça marche, voilà. Bon. Mais si on n'est pas sur autoroute, si on va à l'Étoile ou ailleurs, c'est pas la peine d'y compter. On laisse tomber. Par contre, si vous êtes dans l'agriculture, dans des champs, si vous êtes dans un chantier, là, ça vaut le coup, parce que vous contrôlez tout. Alors, sur le chantier, c'est Caterpillar qui vous propose, il n'y a pas de problème, ça marche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, c'est des schistes en Alberta qui traitent. Et à droite, vous avez John Deere, qui est le grand spécialiste aussi des produits agricoles, qui là vous dit moissonneuse-batteuse, tracteur, tout peut être autonome. L'agriculture est quand même un secteur très technologique, on a tendance à l'oublier. Et bon. et l'après. Et après, voilà. Alors en fait, on s'est dit que cet inventaire, ça pourrait être intéressant de le terminer en se demandant dans les 10 ans à venir, pour vous, quelles sont les grandes innovations technologiques qui vont créer une rupture, qui vont vraiment apporter un changement fondamental dans nos vies. J'en ai choisi 3 à peu près, enfin 3 ou 2. Tout devient on-chip. Alors, qu'est-ce que je veux dire on-chip? Parce que c'est la technologie d'électronique CMOS, qui était créée dans les années 60 avec le programme spatial. Là encore, moonshot. Il faut un démarrage. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous utilisez l'électronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire miniaturisation et ça veut dire utiliser des usines, des technologies qui sont déjà connues. Et donc, des coûts qui baissent, la démocratisation des systèmes. Et ça veut dire aussi la programmabilité. On fait du logiciel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, le salon d'automobile, c'est le salon du logiciel. C'est fini. Maintenant, avant, c'était du hardware. Maintenant, ils embauchent des informaticiens. Et tout devient programmable. Alors, il y a l'électricité, on en a parlé plus ou moins. Le textile, votre vêtement va devenir un ordinateur. Le vivant, on a vu, on va voir l'ARN, ce qu'on peut faire, l'ADN. Et la révolution quantique, évidemment, parce que moi, ça va être vraiment radical. Et je donne quelques exemples du on-chip. Vous avez tous vécu le PCR, le test PCR, 1 heure. Quand vous l'avez le lendemain, vous avez de la chance, tant mieux. Là, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de le faire un petit peu, de le miniaturiser et de le rendre possible en 10 minutes et sur place. Vous voyez? Ça change tout. Donc, vous pouvez le faire chez votre docteur, en un mot. Pas besoin d'aller dans un centre spécialisé où, à la fin, vous ferez d'autotest. Ça sera un accessoire de l'iPhone ou de votre smartphone. L'électricité réinventée. On passe de l'électrotechnique à l'électronique. Ça, c'est majeur. Ça veut dire que maintenant, on va contrôler les flux d'électricité. On va pouvoir contrôler les commutations plus finement. Et donc, le disjoncteur. Donc, votre disjoncteur va devenir électronique. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on va mettre du logiciel et de l'intelligence artificielle. Et on va pouvoir créer des systèmes d'arbitrage de votre énergie à la fin. Le textile programmable, regardez, c'est du textile, c'est ça qui est bien. Et c'est lavable. C'est encore mieux, parce que si c'est pas lavable, ça sert strictement à rien. Il ne faut pas que ça rétrécisse non plus. Alors, l'ARN, ça c'est du Moderna. Moi, j'ai dit Moderna, j'avais joué... Là, on est tous au point sur l'ARN. Vous avez tous compris. Qui connaissait Moderna en début 2020? Je crois que personne, honnêtement. Moi, le premier. Mais pourquoi ils sont les meilleurs? Parce qu'ils ont créé un OS du vaccin. Ils peuvent créer des vaccins à la demande, c'est ça. L'ADN, c'est le logiciel, c'est le stockage. L'ARN messager, c'est le RNA messager, c'est le logiciel. En fait, c'est le plan.
qui permet au ribosome des cellules de fabriquer ces fameuses protéines. Alors, en l'occurrence, pour la protéine dont on parle, c'est la fameuse protéine Spike, de la Covid. Et les Hollandais, parce qu'un deuxième Hollandais, ont bien compris que la révolution quantique était majeure, et qu'il fallait absolument qu'il crée l'équivalent d'un PC, c'est-à-dire qui démocratise le quantique. Parce que rappelez-vous, avant c'était l'IBM, c'était le mainframe IBM. Donc comment on peut démocratiser le quantique? En fait, ça veut dire qu'il faut être capable de penser composants, et composants interopérables, si possible. Vous voyez un petit peu la logique, là on rentre dans une logique business, on sort du lab. Et mon propos, c'est de vous expliquer que tout ce club Impact vise à faire ça. La Hollande est un pays de très haute technologie. Ce sont des commerçants, mais ce sont parmi les meilleurs de la classe, comme les Suisses. Et donc, l'idée, c'est de créer un écosystème quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, le calcul quantique? Ça veut dire que vous pourrez simuler la complexité du vivant. Et avec le capteur quantique, vous allez pouvoir, par exemple, un microscope, voir le vivant en action. Ce qui est impossible actuellement avec un microscope classique. Vous êtes obligé de tuer de la matière vivante, de la figer. Troisièmement, avec l'Internet quantique, vous aurez des transactions sécurisées, incassables. Ce ne sont pas les mathématiques en quoi vous aurez confiance, c'est dans la physique. Voilà. Alors le problème, évidemment, le problème du monde quantique, c'est que personne ne le comprend. Évidemment, vous avez compris que... donc, c'est vrai que ça nous paraît assez ça poétique, paraît complètement... la superposition des états, des intrications, c'est un monde très intriqué. Et donc, il va falloir des interfaces avec le monde réel, donc avec un PC, avec un ordinateur. Et c'est là que évidemment, les problèmes peuvent commencer. Donc vous comprenez bien qu'il y a tout un écosystème qui va se créer autour de ça, avec des révolutions gigantesques derrière, de nouveaux matériaux. Peut-être matériaux supraconducteurs, qui nous permettront évidemment de réaliser des choses qui étaient impossibles auparavant. Voilà. Et de comprendre mieux le vivant, je vous ai dit. Donc, ce sont des révolutions, de nouveaux produits qu'on ne connaît pas encore et qui vont émerger. Et c'est ça l'objectif de mon propos, comme dans les années 20. Ok. Alors pour conclure, parce que là on a étalé presque dans un monde de science-fiction, mais elle devient réalité. Mais pas la science-fiction devient réalité. On l'a bien compris, je pense que vous aimez à dire que toutes ces révolutions, elles sont pleinement en lien avec la notion de confiance. Oui. Et alors j'aimerais que vous développiez un petit peu ce point-là, surtout que ça a un écho par rapport à ce que disait le professeur Bounfour tout à l'heure. Oui, on ne fait pas de l'innovation tout seul. Il faut la faire avec le client. Parce que c'est lui qui est un co-créateur. Il faut partir de ses attentes, de ses problèmes, etc. Ce n'est pas, on ne va pas travailler sur des données, on ne va pas travailler sur du virtuel. Parce que je ne suis pas le seul à le dire. La Harvard Business Review, elle vous dit il vaut mieux, des data, c'est bien, mais ça ne remplace pas le fait de parler directement au consommateur, de discuter avec lui de ses problèmes, qui nous explique comment il voit les choses. Alors évidemment, quand on parle d'innovation de rupture, c'est difficile. Il vaut mieux être force de proposition. Mais si vous parlez de voiture, ça, on sait de quoi on parle. Le consommateur sait ce qu'il attend d'une voiture. Voilà. Donc, regardez ce que fait par exemple un Toyota. Toyota, par exemple, lorsqu'il a lancé sa Lexus aux États-Unis, il n'a pas fait du big data. Il est allé voir les clients. Enfin, il a d'abord ciblé. Premièrement, il faut cibler. Très important, à quelle cible vous allez adresser. Votre voiture, elle est pour des cadres, etc., qui ont telle et telle caractéristique. Et une fois que vous avez votre cible, il faut savoir ce que cette cible souhaite. Quels sont ses problèmes, et pour pouvoir mieux dialoguer avec elle. C'est une conversation maintenant, le marketing. C'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement je récupère des données que nous donne le consommateur. Il faut savoir que la plupart des bases de données sont fausses. Au moins, je veux dire, sont fausses. C'est-à-dire qu'on pense être sur un tas d'or, mais non. En fait, et en plus, l'utilisateur, il est de plus en plus infidèle aux marques. Je pense que c'est une conséquence de l'après-Covid. La fidélité, ça se mérite. Et on voit bien que surtout les jeunes, ils zappent.
Ok, merci beaucoup.